Hey, les filmovores, comment ça va? Non mais t'es sérieux là? De quoi? Bah attends, mais ça fait un an que tu nous fais glander, tu foutrais pas de notre gueule un petit peu là? Ouais, bon bah ça va, plus c'est long, plus c'est bon. Bah voyons. Bon bah générique. Et voilà, nouveau décor, plus de maturation, mais toujours cette bonne vieille Casa Buxtachu, hein. On est bien ici quand même, hein. Donc sans plus attendre, eh ben, on va se refaire un bon vieux petit... Quoi de neuf au vidéoclub? Eh ouais, je vois dans le fond, toi tu t'y attendais, ça faisait longtemps quand même, hein. Donc autant vous prévenir, eh ben, le vidéoclub s'est considérablement agrandi, donc il faudra quand même s'attendre à de nombreuses suites. J'essaierai de pas mettre trop de temps pour les sortir ce coup-ci, c'est promis. Donc allez, c'est parti, ma petite gueule d'amour, let's go. Et nous allons commencer avec notre tout premier film, c'est-à-dire The Headhunter. I always thought I could protect her. What took her from me is still out there. It's back. Vengeance is upon us. Donc il est vrai quand même que quand on voit ce genre de pochette quand même, eh ben, ça nous fait vaguement penser par exemple à un espèce de Dovahkiin de Skyrim par exemple, un chasseur de dragons, ou bien alors un autre chasseur de monstres, une espèce de chevalier de Dark Souls, là, un autre jeu vidéo. On se dit, ah, ça va être badass, je vous vois arriver les fans de saga viking, du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, pourquoi pas. On se dit, on va à la chasse aux dragons, aux monstres, aux gobelins, on va être dans des aventures épiques avec des magiciens, on va être sur des pégases et tout le bordel. Eh ben c'est con parce que c'est pas du tout ce genre de film finalement. Ouais. À vrai dire, avec The Headhunter, eh ben, on est beaucoup plus sur un film d'angoisse. On serait sur un film d'angoisse, un peu d'horreur. Évidemment, ça a son petit côté heroic fantasy, parce que t'as un mec en armure, t'as des vilaines bébêtes, etc., qui va les défoncer. Mais c'est pas vraiment un film à proprement parler, c'est pas un Conan le Barbare, c'est pas un Seigneur des Anneaux, je tiens à prévenir les personnes, si vous attendez vraiment à de l'action, à de la baston, c'est pas vraiment ce genre de film qu'il faut regarder en fait. Donc pour faire court en fait, eh ben, on a notre guerrier, hein, et en fait lui il vit en ermite, dans sa cabane, dans la forêt, et dès qu'il entend une corne de brume, au loin, en fait, eh ben, il enfile son armure, il monte sur son cheval, et puis eh ben, il se casse jusqu'à son retour, auquel eh ben, il va revenir avec une tête de monstre. Les bastons, eh ben, on les voit pas, ou bien alors eh ben, très très peu. C'est vraiment un film d'immersion, c'est un film d'ambiance. Comme j'ai dit, évidemment, si vous voulez de la baston, si vous voulez des aventures épiques, il ne faut pas regarder ça. Ce film, eh ben, on est vraiment sur un film d'immersion, et puis c'est sombre, c'est glauque, on sent vraiment qu'il y a une rancœur de colère, de vengeance.
Quand je dis que c'est un film d'immersion, il faut pas commencer directement à se dire, à se poser des questions en fait. Faut pas commencer à se demander pourquoi ceci, pourquoi cela, là. Non, ferme ta gueule, laisse-toi emporter par le film. C'est ce genre de concept en fait sur ce film. C'est vraiment, c'est l'immersion. T'es dedans et je pense que c'est toujours plus mystérieux si t'as des questions qui sont sans réponse, même si des fois elles peuvent être nombreuses, etc. En se disant pourquoi ceci, pourquoi cela, mais je trouve que c'est bien plus perturbant et tu te mets vraiment dans l'ambiance de ce film. Je vois ce film c'était en fait, c'est pas vraiment un film, il dure à peine 1h10, hein, ça pourrait presque être un court métrage. C'est une tranche de vie. Faut le voir comme ça en fait, c'est une tranche de vie par rapport aux différentes tranches de vie comme ça de ce guerrier. Et puis nous, on nous balance dedans. Et puis voilà, t'as plus qu'à... Tu te mets dans l'ambiance, t'es bien quoi. Donc The Headhunter, il a été réalisé en... Où est-ce que j'ai écrit mes notes moi ? En 2018 par un certain Jordan Downey. Donc Jordan Downey, je connaissais pas vraiment. Je me suis renseigné, du coup, le gars, il a fait un petit court-métrage par rapport à Critters. Et puis il a fait aussi... il a fait d'autres trucs, mais je pense que j'ai retenu, il avait fait aussi... 2 films qui parlent de Thanksgiving, mais films d'horreur en fait. Ça s'appelle Thanksgiving. Donc en fait, si tu veux mon avis dans ce genre de film, la dinde, elle va pas se laisser farcir si facilement, quoi. J'ai vu les pochettes, je me suis pas intéressé plus que ça, mais ça a l'air sympa à découvrir. Ce film, j'ai trouvé dans les bacs à 1€. Je pense qu'il a pas automatiquement trouvé son public dès le départ, pourtant il est seulement en 2018. J'étais assez surpris. J'ai lu des mauvaises critiques par rapport à ça. J'ai été lire sur Allociné, sur différents sites de critiques, etc. Il était pas très coté, mais je me suis dit, pas de baston, pas de machin, truc, 1h10. Et pourtant, quand je l'ai regardé d'une traite, comme ça, tranquille dans un coin. En plus dehors, il faisait gris, du coup, je me suis foutu dans le noir avec une bière. Et j'ai été bluffé, emporté par ce film. Si vous aimez les films d'ambiance et d'immersion, sincèrement, je vous le conseille. Alors, dernière petite touche aussi par rapport à ce film, dernière petite note, c'est que faut prendre encore une fois avec des pincettes. En fait, on m'aurait montré ce film il y a 10 ans, je l'aurais vomi. Mais, bizarrement, là, j'ai pris vraiment mon pied, j'ai passé un super bon moment, et je pense qu'il faut avoir une espèce de... une petite expérience quand même en termes de cinéphilie pour réussir à apprécier ce genre d'œuvre. Parce que franchement, moi je lui dis bravo. Pas un gros budget, un film qui dure pas longtemps, donc téléfilm ou court-métrage, comme vous voulez. J'ai été bluffé. Si vous avez l'occasion de le voir, vu qu'il n'est pas très bien coté, il coûte pas bien cher, 1€, voilà, à Cash Converters. Lancez-vous, testez, puis voilà, vous allez prendre votre pied. Ok, second film maintenant, on va enquiller avec Air Collision Apocalypse. Êtes-vous prêts? Je suis pas prêt, moi. Donc, réalisé en 2012 par une certaine, comment elle s'appelle, Liz Adams. Donc, Liz Adams, pas très connue, elle a réalisé des films comme par exemple Force 12, Le Dernier Cyclone, ou encore Mais comment font les femmes. Avec sa cocotte, on se doute bien que t'es la future James Cameron. Pas si pessimiste. On va lui laisser une petite chance quand même. On va lui laisser une chance. Allez, on va regarder ça. Air Force One, autorisation de décoller. Cet avion est magnifique. 2 avions vont à Détroit. American Blue entre ce palier-là, Air Force One à ce palier. Ça ne doit jamais arriver. Perte de puissance. Bon, ok, c'est de la merde. Alors qu'une tempête solaire sans précédent menace les États-Unis, le système du trafic aérien est hors de contrôle. Air Force One et un avion de ligne sont bloqués sur la même trajectoire. Le cataclysme semble inéluctable. Ouais, et le président, sa femme et sa fille sont à bord de l'avion, tant qu'à faire. Bon, écoute-moi bien, Liz Adams.
quand tu as un budget de seulement 4 millions de dollars, ne teste pas ce genre de film, bordel. Tu vas tout claquer, tout ton pognon, ton budget, tu vas le claquer dans de la 3D dégueulasse. Ça va faire un rendu mais complètement merdique à ton film. 4 millions de dollars. Tiens, par exemple, je vais te faire une petite comparaison, Le Pic de Dante. Le Pic de Dante, c'est un de mes films de catastrophe préférés, peut-être même mon film de catastrophe préféré. Il a eu un budget de 116 millions de dollars. Voilà, on est pas sur des petits joueurs et le résultat il est là. 4 millions de dollars, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Aussi, en parlant de ça, je sais pas ce que t'as fait fumer à ton caméraman, mais il a littéralement pété les plombs. Le mec, il te fait des zooms, des surzooms, mais pour tout et n'importe quoi. T'as une porte qui va s'ouvrir, le mec il va zoomer et rezoomer. Il y a un mec qui mange un chewing-gum, il va faire un surzoom sur sa joue en train de mâcher. Là, par exemple, moi, c'est terrible, mais c'est ça pendant tout le film. Ça donnait vraiment la gerbe. Moi, à la fin du film, j'avais mal au crâne, quoi. Regarde, c'est comme si là, je suis avec une bière, là, je vais la boire. Oh mon dieu! Terrible! Oh l'effet de fou! Alors mais aussi, ces acteurs là, ils sont insipides. Tu vois leur tête, les mecs, ils se demandent ce qu'ils foutent là en fait. Et puis t'as des décors, alors là, j'étais mort. Tu voyais vraiment le manque de moyens. Ils voulaient faire croire un espèce de gigantesque bouchon qui bloquait toute la nationale, mais en fait, c'était juste 4 voitures cul à cul sur une route de campagne. La tour de contrôle, tu vois, là, c'est là où les aviateurs, enfin, où t'as les mecs de la tour de contrôle, ils causent comme ça avec les avions, ouais, machin, attention. Et en fait, c'était un putain d'entrepôt de stockage d'un Super U, quoi. Une tour de contrôle, c'est dans les airs, quoi, pour voir l'aéroport, c'est pas dans un entrepôt. Des trucs de fou comme ça, mais il y en avait tout le long du film. Et pour en terminer aussi avec ce film, il faut vraiment que je fasse une petite mention spéciale pour les figurants qui font les mecs dans l'avion. Alors là, magnifique. Bon, ok Philippe, maintenant tu vas nous faire le mec qui a peur en avion. Action! Ah, on va s'écraser! Au secours! On va s'écraser! Coupé, c'est bon, elle est bonne. Bon, maintenant tu vas tanguer comme si l'avion y allait se renverser. Faut que tu tangues. Allez, c'est parti Philippe. Mon Dieu! À l'aide! Ah! Ah, on va mourir! On va s'écraser! Ok, elle est bonne, on la garde. Et puis t'en avais d'autres, et on voyait carrément qu'ils étaient là pour encaisser un petit chèque de 20 € parce qu'ils s'en battaient, mais complet. Ok Gérard, tu vas nous faire le mec qui a peur en avion. Action! Gérard? Je m'en fous, je bougerai pas. Donc en somme, si jamais vous tombez sur ce film, ne l'achetez pas. Ou sauf si vous voulez faire chier quelqu'un, mais dépensez pas, même pas un centime, vous le volez. Voilà, vous le mettez dans votre t-shirt comme ça, tac, et vous le donnez, je sais pas, à la belle-mère, au beau-père, un connard du bureau, quelqu'un que vous aimez pas, voilà. Et maintenant, nous allons attaquer avec un film franco-belge, Grave. Donc dans la famille de Justine, tout le monde est végétarien et vétérinaire. Donc ses parents, vu qu'elle est très douée, ils l'envoient dans une fac pour les vétérinaires, où eux-mêmes ils ont fait aussi leurs études. Et du coup, dès les premiers jours, le bizutage commence pour les premières années. Donc la petite Justine, elle a une épreuve à un moment donné, elle est obligée de devoir manger un rein ou un foie de lapin cru.
les Français le mangent. Et elle se retrouve par la suite avec des plaques, et puis elle se retrouve avec une intoxication alimentaire. Suite à ça, elle est prise d'envie irrésistible de bouffer de la bidoche. Manger de la viande crue, jusqu'à basculer littéralement dans le cannibalisme. Amis véganes, bonjour! Donc, Grave, réalisé en 2016 par une certaine Julia Ducournau. C'est son seul et unique film. Il a été acclamé par la critique. Il y a eu de nombreuses récompenses, de nominations. Vous savez que pour seulement un budget de 3,5 millions d'euros, pour un premier film, un seul et unique, je dis vraiment, elle s'est démarquée, je dis chapeau bas, bravo. Mais parce qu'il y a un mais, c'est son seul film. Jusqu'à maintenant, on verra si par la suite elle sera envoyée du lourd. Affaire à suivre. Bon, par rapport à l'avis du grand public, je vais pas dire que je vais être sévère, mais disons que j'ai un avis qui est un petit peu différent quand même. Faut pas oublier quand même que ça se passe dans une fac, petit bobo bourgeois, etc. On est quand même sur du teenage movie. Alors, je suis un grand fan de films de cannibales. Je pense qu'il y a des côtés qui ont été un petit peu trop mis en avant, là, la gamine elle est comme ça devant la glace, elle fait sa belle, ça y est, elle commence à découvrir son corps, ça y est, ses premières chaleurs, je sais pas, ça me déstabilise un petit peu par rapport à ce que je m'attends avec ce genre de film. Autre petit point que je vais dire, allez, pas négatif, mais ils sont obligés d'en faire autant avec leur délire de bisutage à l'américaine. Moi, c'est pas un truc que j'ai vraiment trop accroché. Et ouais, ce film, il est bien. Il est bien. Il est au-dessus de la moyenne pour moi. Il est bien, mais est-ce qu'il mérite ses attributions? J'irai pas jusque-là. Ça le rend pas moins sympathique et tout à fait regardable. J'ai passé un très bon moment en tout cas. Allez, maintenant on va attaquer un petit peu de l'action et des arts martiaux avec Steven Seagal, c'est-à-dire un aller pour l'enfer. Jack, j'aimerais croire que tu as fait tout ce chemin pour venir me voir, mais j'en doute. Quelque chose ne va pas. C'est Jessica. Elle a été kidnappée. Tu connais pas mon père. C'est ma fille. Celui qui se met en travers de mon chemin va voir comment je m'appelle. J'ai pas envie que vous reveniez dans un sac à viande. Réalisé en 2003 par un certain, alors j'ai essayé de bien le prononcer, Ching Siu Tong, donc voilà, de Hong Kong. Donc le mec, il est connu pour avoir réalisé par exemple la trilogie de, comment ça s'appelle, Histoire de fantômes chinois, mais aussi il était très connu pour être chorégraphe pour des chefs-d'œuvre tels que La Cité Interdite, ou encore Héros, avec Jet Li, ou encore le magnifique Le Secret des Poignards Volants. Donc déjà on est sur du lourd. Donc dans ce film, Steven Seagal il va interpréter le rôle d'un ancien agent de la CIA. Il va repartir en Thaïlande pour aller récupérer sa fille, la sauver des griffes de terroristes auxquels elle a été enlevée pendant qu'elle faisait du tourisme. S'il y a des néophytes parmi vous, il faut savoir que Steven Seagal, c'est toujours un petit peu ce même genre de rôle qu'il endosse. Il s'est bien fait connaître dans les années 90 pour des films comme, comment ça s'appelle, Désigné pour mourir, ou alors Justice sauvage. Le type a l'habitude de débarquer, de tirer sur tout le monde et de péter des poignets, quoi. Donc on le connaît, Steven Seagal, pour une gueule assez typique. T'as un problème, gamin? Mais faut pas oublier quand même que le mec, il est 7ème dan, d'aïkido.
C'est une putain de baracasse, quoi. Le mec, eh ben, c'est un grizzly. Et je pense même, c'est un des seuls blancs, américains, je pense, eh ben, il est carrément responsable d'un dojo au Japon. Donc moi, rien que pour ça, je dis respect total, quoi. Autant vous prévenir, eh ben, ce film, eh ben, c'est un gigantesque concentré de testostérone, quoi, à la Steven Seagal, mais attention, la classe, toujours avec son petit kimono ou sa petite chemise bouddhiste. Le mec, eh ben, il est pas vraiment en mode, il va s'énerver, mais tu vois que c'est le genre de gars, il va garder son sang-froid, il va avoir des mouvements un petit peu lents comme ça, mais dès qu'il te chope, tu voles en fait. Tu voles dans les airs, tu pars à l'autre bout de la rue, il éclate tout le monde. Et on se fait vraiment pas chier pendant ce film, les scènes, eh ben, elles sont mémorables et innombrables. Déjà rien que pour le fait, eh ben, tac, tu débarques en Thaïlande, premier truc que tu fais, eh ben, tu vas dans une boîte de nuit avec des danseuses exotiques. Mais vu que c'est Steven Seagal, il en profite quand même pour aller péter quelques bras au passage. Tough you walking in here, huh? Dick, Dick! Alors il prend tellement son temps, le mec il est tellement bien qu'il peut carrément dégommer des mecs le long d'un chemin de fer, mais tout en étant allongé, tranquille, pépère, et puis allez hop, c'est parti. Petit rappel aussi, eh ben, on est toujours en Thaïlande, donc on retrouve Steven Seagal eh ben, qui va éclater un espèce de chimel, de transsexuel asiatique, histoire de refaire la déco à l'intérieur d'une boîte. C'est encore mieux. I liked you much better as a bitch. Alors je sais que ça fait cliché aussi, mais tant qu'on est toujours encore en Thaïlande, eh ben autant faire une grosse baston comme ça au milieu d'un marché, au milieu des poules, des poissons, des salades, ça vole de partout. Ma scène préférée du film. Et oui, mais c'est vraiment dingue parce que tu te fais absolument pas chier devant ce film. C'est de l'action tout le long, des trucs what the fuck, tout made in Thaïlande, avec un Steven Seagal énervé, mais qui reste stoïque. Alors là, mais... Et encore, je vous ai pas parlé dedans, eh ben, t'as des trafiquants d'armes, t'as des ninjas, t'as un espèce de sorcier vaudou maléfique qui fait un combat par la pensée avec des moines bouddhistes, mais c'est un gros truc de fou. Tout ça juste pour 1h30, voilà, c'est... On se fait pas chier, on envoie du lourd, on se régale. Alors si vous le trouvez, il est pas cher, faites-vous plaisir, 1h30, comme ça vous lâchez pas le film. À aucun moment vous allez vous emmerder. Et maintenant, nous allons parler de notre dernier film. Pour ça, je vous ai sélectionné, disons, le meilleur pour la fin. Donc là, je vous ai pris la crème de la crème, le caviar du nanar, le grand, le puissant Beowulf. Par contre, ces deux films-là, vous les oubliez. Voilà. Bon, on oublie. Et on va attaquer celui-ci. En un temps futur, où règne le chaos, se tient une forteresse à la frontière des ténèbres. Les ennemis sont à la porte, mais le vrai danger est à l'intérieur. Un homme, plus que mortel, né de la fusion du ciel et de l'enfer, est leur seul salut dans la bataille contre le mal suprême. Ne tente pas le diable.
suis comme toi. Moi aussi, je suis damné. Adieu la légende viking et bonjour le monde post-apocalyptique avec Christophe Lambert, le magnifique héros des Highlanders. Donc un monstre sanguinaire se balade dans les tunnels du château post-apo du roi Hrothgar et chaque nuit il va systématiquement charcuter et buter des gens, des paysans, ou bien alors des chevaliers et tout. Et Beowulf, guerrier mystérieux, va débarquer au château pour venir prêter main forte afin de briser la malédiction. Donc réalisé en 1999 par Graham Baker et produit par la fameuse team des bras cassés de Mortal Kombat, ce film il est vraiment considéré comme étant un des pires de l'humanité, un des pires qui n'a jamais été réalisé ou produit. Moi, personnellement, je me suis bien fendu la gueule en tout cas. Donc c'est un truc, on s'en rend très vite compte quand on regarde le film, ou même déjà avec la bande-annonce, là tout le monde est sous-produit. Là les mecs de la prod sont en produit, les accessoires sont sous-produits, les mecs de la musique, rien que tu t'es dit qui c'est qui a choisi de mettre ce genre de musique. Dès la première scène de baston du film, on voit Christophe Lambert qui commence à défoncer des mecs avec des armes des gadgets, je sais pas, c'est un espèce d'inspecteur gadget, mais post-apocalyptique et chevalier, mais ils t'ont carrément foutu du Front de 4-2. Alors pour ceux qui connaissent pas Front de 4-2, je t'explique, c'était une espèce de musique techno-hardcore des années 90, mais ça tu l'entendais dans les boîtes des années 90 en Belgique, les boîtes underground auxquelles t'as tous les cassos, ils boivent de la 8-6 ou bien alors du label 5 coupé au coca quoi. Et oui, du coup, je t'avais dit, l'accessoiriste, le mec, il avait pris des trucs qui traînaient dans son garage, dans sa cuisine pour fabriquer des armes post-apo. Par exemple, t'avais des espèces d'épées qui étaient faites avec des guides de tronçonneuses en fait. T'avais des mecs qui avaient carrément une espèce de lance, genre c'est un bâton quoi, et au bout, une putain de roulette à pizza. Je sentais vraiment qu'à la fin, il y avait plus de moyens. Là par exemple, il y avait même plus de vaisselle. Genre t'as les acteurs, ils doivent manger, comme ça genre il y a un repas. Les mecs ils sont dans des plats en alu quoi. Oh ça va quoi, c'est post-apocalyptique hein. Les discussions sont si... comment dire... intenses de suspense hein. D'ailleurs notre Christophe, doté d'une magnifique teinture blanche, se retrouve dans ce film aussi expressif qu'une machine à laver en panne. Ouais. Les armes, ça peut s'avérer tellement dangereux. Je ne prétends rien, c'est la vérité. Je ne suis pas qui que ce soit. Est-ce que vous le sentez? Sentir quoi? Mais bien sûr, hein, Christophe Lambert a aussi gardé ses mauvaises habitudes de Mortal Kombat lorsqu'il faisait le rôle de Raiden. Du coup, il a toujours gardé ce réflexe, il peut uniquement se déplacer en faisant des pirouettes dans les airs. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Et puis il y a la mère de Grendel. Ah, je vous laisse voir par vous-même. Je suis venu pour t'apprendre ce que sont les femmes. Non, enfin, j'ai pas le temps. Tu n'as plus rien à faire ce soir. Leur sang encore chaud a coulé dans ma gorge. Tu devrais essayer. Alors encore beaucoup d'autres choses à dire par rapport à ce film, hein, mais je vous laisserai l'acheter, voir par vous-même. Je suis sûr que dans le fond, il doit en avoir un ou deux, ils aiment bien souffrir devant ce genre d'œuvre, et vous serez à la fois fasciné et terrifié. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. On se revoit très rapidement pour un prochain Quoi de neuf au Vidéo Club. D'ici là, prenez bien soin de vos niches, et puis à plus. Ciao. Pardon. Hey boy, ich glaub, ich würde ja echt mal gerne richtig abgehen. Mit nem derben Humor, den auch ich nicht versteh. Und dann würde ich was erzählen, voll auf Rede gewandt. Irgendwie unerhört und dann noch jedem bekannt. Und dann könnte ich noch was bringen mit sozialer Kritik. Mit dem Ohr fürs Detail, mit der totalen im Blick. Und dann hätte ich noch ein neues
ist ganz krasses Konzept. Alter Strom ist Strom, ich glaub, das ist schon weg. Vielleicht hätte ich ein System gegen das System. Radikal reduziert, auf irgendwas muss gehen. Ja, ich hätte Proviant für meinen Weg zum Triumph. Ja, ich könnte, hätte, würde, aber Stumpf ist Trumpf.